20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Grosse inquiétude des paysans dans le monde rural avec le retard des pluies. À Matam, les quotas en engrais ne sont toujours pas disponibles. À Kolda et de nombreuses régions, le déficit pluviométrique est constaté. Une situation qui fait craindre le pire aux experts agricoles. Selon ces derniers, une crise alimentaire n'est pas à exclure si le ciel n'ouvre plus ses vannes. L'opposition annonce dès ce mardi un recours pour annuler le décret sur le parrainage. Le Fonds patriotique pour la défense de la République qualifie de farce la rencontre organisée par le ministre de l'Intérieur ce matin, une rencontre qui a permis le retrait des fiches de collecte et la révélation du discriminant. Il s'agit à présent de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO. Atterrissage ce lundi du premier vol en provenance de la Mecque à bord des pèlerins soulagés d'avoir accompli ce 5e pilier de l'islam mais mécontents de l'organisation. Vous les entendrez dans ce journal. Ouverture de la 68e session du comité régional de l'OMS, le financement et la formation autour de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles au menu des discussions. Le président Macky Sall a procédé à l'ouverture des travaux et puis la page des sports. Comme tous les lundis, ce sera avec Abdoulaye Der que nous retrouverons sur ce plateau. Voilà pour les titres, bienvenue. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Le premier vol en provenance de la Mecque atterrit ce matin à l'aéroport international Blaise Diagne. Alors à bord des pèlerins fiers d'avoir accompli leur hajj mais mécontents de l'organisation. Ils s'en sont plaints donc au micro de nos reporters. Le reportage est signé Cheikh Hassan Afal. Aladji Mbaye Sy, originaire de Nguékhokh, est le premier pèlerin sénégalais du Hajj 2018 à avoir foulé le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne en provenance du lieu saint de l'islam, la Mecque. Un fidèle satisfait après son pèlerinage. Alhamdulillah, le pèlerinage s'est bien passé et je l'ai vécu avec beaucoup de satisfaction et dans la sérénité également. Nos accompagnateurs ont été à la hauteur franchement et ils nous ont beaucoup soutenus, guidés durant tout le Hajj. Comme lui, ils sont plus de 10 000 Sénégalais à avoir effectué le Hajj pour cette année. Des pèlerins pas satisfaits des conditions du pèlerinage. Les gens sont fatigués, donc la commission là, ça parle l'appel. Les difficultés, on a un problème de coucher, on a un problème de manger. On a resté 3 jours sans manger, 3 jours à Mouna sans manger. Parce qu'on nous donne des manges, je ne comprends même pas ce qu'il fait. Mais ce que nous donne là, c'est rien du tout. Moi en tout cas et la plupart également des pèlerins ont relevé quelques failles dans l'organisation, dans la distribution de la nourriture, dans la logistique et dans le comportement de tout un chacun. Malgré les difficultés rencontrées durant les 17 jours du Hajj, ces Oudjahs n'ont pas oublié de formuler des prières à l'endroit du Sénégal. Durant tout le Hajj, nos guides nous ont beaucoup aidés. La paix pour notre cher Sénégal. Et nous vous demandons aussi de prier pour ceux qui sont là-bas et qui doivent revenir parce que nous avons 10 800 pèlerins sénégalais qui sont là-bas. Et il faut souhaiter, comme vous êtes venus ici aujourd'hui, que eux aussi, ils puissent revenir ici au niveau du Sénégal. L'aéroport international Blaise Diagne a reçu ce matin les premiers pèlerins du Hajj 2018. C'est Aladji Adja. Salue l'organisation et l'encadrement. Et nous parlons de l'hivernage à présent à Matam. Les paysans sont dans le désarroi total. La campagne agricole s'annonce mal. Le quota en engrais qui leur est alloué chaque année a été revu à la baisse. Et ce quota d'ailleurs n'est toujours pas disponible dans leur grenier. À cela s'ajoute donc le fait que cet engrais, donc je disais, n'est toujours pas disponible. Inquiets, ils ont interpellé le gouverneur de la région. Le directeur régional du développement rural, pour sa part, déclare qu'il n'y a pas péril en la demeure. Ali Bondagnan. Au moment où la longue pause pluviométrique a fini de compromettre les espoirs des exploitants des terres de culture pluviale, les riziculteurs de Matam vivent eux une très grande inquiétude. Non seulement par une lettre circulaire, le ministre de l'Agriculture a baissé les quotas des engrais alloués à Matam, mais il y a aujourd'hui que la mise en place des intrants accuse un retard plus que préoccupant. En ce moment où nous parlons, ces cultures du riz
c'est-à-dire aussi il y a des contraintes, il y a des menaces. Et ces menaces, c'est essentiellement par rapport à l'approvisionnement des engrais en ce moment. Parce que sur des besoins en DAP qui sont de l'ordre de 950 tonnes, jusqu'à ce moment, 480 tonnes qui ont été fournies. Pour l'urée, il y a eu hier 135 tonnes qui sont ajoutées. Donc c'est pour dire que sur ce plan, la situation est très inquiétante. Par rapport à la circulaire du ministère de l'Agriculture qui a alloué dans sa circulaire 200 tonnes en DAP contre 950 tonnes et 260 tonnes en urée contre 2850 tonnes pour les besoins. C'est pourquoi en ce moment-là, nous avons estimé qu'au-delà de la rectification de la circulaire pour l'adéquation par rapport à nos besoins, nous pensons vraiment qu'il est plus qu'urgent de voir comment accélérer l'approvisionnement, c'est-à-dire en engrais au niveau de la région. Seulement, selon Abdoulaye Kamara, le directeur régional du développement rural de Matam, il n'y a pas de péril en la demeure. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des emblavures, les mises en place et les ventes vont se poursuivre. Nous avons fait ces réglages-là avec la direction de l'agriculture. Ces réglages-là ont été faits avec les fournisseurs qui ont été notifiés pour que la fourniture s'ajuste à la demande. Toutefois, il faut retenir que la peur et l'inquiétude sont en train de gagner les populations de la région de Matam. Cette région secouée par une véritable crise alimentaire. Voilà donc le retard des pluies, source d'inquiétude dans le monde rural de Dakar à Matam. Alors un constat, la situation hydrique est assez tendue pour le moment avec des agriculteurs qui tirent la sonnette d'alarme. Alors ont-ils raison de s'inquiéter? Eh bien oui, si on en croit les experts agricoles. Selon ces derniers, eh bien, le pire est à craindre et une crise alimentaire n'est pas à exclure si les choses ne s'améliorent pas, cher Diop. La situation du monde rural est inquiétante aux yeux des acteurs pour cause le déficit pluviométrique qui entre le sommet des paysans. Il fait craindre le pire. L'exode rural peut reprendre et qu'au niveau même scolaire, il y avait des lycées, il y avait des CM de proximité et au niveau maintenant du monde rural. Si dans ces zones, l'assistance qu'il faut n'y est pas, effectivement ces populations peuvent connaître des difficultés. Il n'y aura pas de mil, il n'y aura pas d'arachide, il n'y aura pas d'herbe. Et tout ça aura une incidence très négative. Le Sénégal a eu à connaître des sécheresses qui ont occasionné des crises alimentaires. Un souvenir douloureux pour le porte-parole du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. En 1973, les animaux, on a perdu des milliers et des milliers de têtes. Et les gens survenaient difficilement à leurs besoins. Et les gens ne mangeaient pas les 3 repas. Et il est même arrivé que les pouvoirs publics à l'époque fournirent de l'orge qui nous venait des pays du Nord. Le président des forces paysannes invite le gouvernement à venir au secours du monde rural. Mettre à la disposition des paysans d'abord de ces semences de pastèques parce qu'on les sème en fin août et début septembre. Donc c'est le moment. Et également servir des boutures de manioc qui après les pastèques certainement donneront une bonne production et va également donner des semences de variétés hâtives de nourriture. Le Sénégal est invité à revoir sa politique agricole, une agriculture trop dépendante des caprices du climat. En attendant, les acteurs n'ont que le chapelet pour prier. Et à Kolda, tous les postes pluviométriques sont actuellement déficitaires, mais malgré ce déficit en pluie, les cultures donnent espoir. Seul bémol des chenilles qui attaquent les champs de maïs. Abdoulaye Diallo. La situation pluviométrique est déficitaire sur l'ensemble des postes du département de Kolda, tant qu'en hauteur d'eau qu'en nombre de jours de pluie. Par exemple, le poste pluviométrique de la commune de Kolda est à 320 mm de pluie en 39 jours, alors que l'année dernière, à la même période, ce poste était à 1051 mm en 44 jours de pluie, ce qui affiche un déficit de 731 mm. Pour celui de Djoulakolon, la quantité de pluie qui y est enregistrée est de 283 mm en 22 jours de pluie, alors que l'année dernière, à la même période, ce poste était à 934 mm, ce qui donne un écart de 650 mm. Malgré cette situation, selon le rapport du service départemental du développement rural, on note un très bon comportement des cultures. Les premiers semis de l'arachide 69-101 sont en phase de floraison. Le mil, le maïs et le riz sont en phase de montaison.
Ce qui hante présentement le sommet des producteurs, ce sont les attaques des chenilles dans les parcelles de maïs. C'est pourquoi une demande de produits phytosanitaires et de matériel de traitement est adressée à la direction de la protection des végétaux, la DPV. Et au moment où l'hivernage se fait encore désirer dans de nombreuses régions, à Saint-Louis, les premières pluies ont déjà fait des dégâts énormes. Des centaines de Saint-Louisiens ont été touchés par les inondations dans la commune de Gandon, par exemple. Les sinistrés sont actuellement recasés dans des écoles, le temps de mettre en place un plan de relogement au Seynou Diop et à Bibsek. À Saint-Louis, les premières pluies ont occasionné plusieurs dégâts à Khariala, où les sinistrés de la langue de Barbarie sont relogés depuis plus de 3 ans après la furie de la mer. Une situation difficile que vivent les 200 familles des quartiers de Gendar, Gokhombaye, Santiaba et Hydrobase. Vraiment difficile parce que vous voyez la chaleur, la journée. On est tellement fatigué avec la chaleur, avec les ordures, les moustiques, les mouches. Nous sommes vraiment dans le désordre total. Nous vivons dans des conditions vraiment très précaires, très même précaires. La mairie de Saint-Louis a décidé de reloger ces sinistrés dans les écoles à moins de 2 mois de l'ouverture des classes. Une décision prise par les autorités pour soulager les Gendariens. Le maire a proposé de les mettre dans les établissements scolaires puisque nous sommes en période de vacances. Ils ont accepté. Tous les sinistrés ont accepté pour dire que vraiment ça, ce serait l'idéal. L'équipe municipale, en collaboration avec la Banque mondiale, a également décidé de construire 450 logements pour les recaser sur le site de Djougop, dans la commune de Gandon. Des logements qui permettront aux familles sinistrées de bénéficier de nouvelles concessions dans le cadre d'un projet d'urgence de relogement et de résilience de Saint-Louis, financé à hauteur de 30 millions de dollars. Ces unités-là vont accueillir ces populations pendant la durée des travaux de logement pour ces bénéficiaires. Et pendant que ces populations seront sur ces unités mobiles, la construction de ces logements-là va démarrer à côté sur le même site. Et actuellement, on prévoit de mettre près de 450 logements. Les sinistrés de la langue de Barbarie attendent le démarrage de ce projet pour entamer une nouvelle vie, différente de celle qu'ils vivent depuis des années, dans des conditions très difficiles. Allez, parlons politique à présent avec le Front patriotique pour la défense de la République qui rue dans les brancards. Mamadou Diop Decroix et ses camarades recusent les fiches de collecte qui ont été mises à leur disposition ce matin à la Direction générale des élections. Ils prévoient de déposer un recours pour annuler le décret sur le parrainage et prévoient un sit-in le 4 septembre prochain. Les détails, c'est avec Pape Faraning. Alors, petit souci avec cet élément que nous allons certainement retrouver avant la fin de cette édition. Je vous le disais donc, il y a eu bousculade ce matin à la Direction générale des élections. Plus de 80 coordonnateurs ont fait le déplacement pour... Bon, apparemment, l'élément est en place. Donc, je vous disais, Mamadou Diop Decroix et ses camarades recusent les fiches de collecte qui ont été mises à leur disposition. C'était donc ce matin à la Direction générale des élections. Les détails, c'est avec Pape Faraning. Eh bien non, on reparle donc de cette rencontre aujourd'hui qui a réuni donc pouvoir et opposition. C'était à la Direction générale des élections. Plus de 80 coordonnateurs ont fait le déplacement pour récupérer les fiches de collecte. Alors ces fameuses fiches de collecte qui vont permettre aux candidats de recueillir les signatures des électeurs prêts à les parrainer. Les détails, c'est avec Al-Hassan Ba. Le fichier, tout candidat doit pouvoir l'avoir, surtout quand il y a un parrainage où on contrôle la présence d'un parrain dans le fichier. Surtout quand on a à retranscrire 17 chiffres. Quelque part, il y a des erreurs faciles. La base de contrôle, c'est le fichier. Le candidat Macky Sall dispose de ce fichier électoral. Aucun des autres candidats ne dispose de fichier électoral. Ce qui est donc une violation flagrante de la loi électorale. Nous allons faire des parrainages. Et c'est après seulement le dépôt des listes que le Conseil constitutionnel dira quelles sont les règles de contrôle de ce parrainage. Nous continuons de récuser le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Nous pensons qu'il ne devrait pas organiser les élections et nous le croyons fermement et nous allons nous battre. Vous savez, depuis très longtemps, des gens courent le pays par le biais de projets comme l'ADER, la délégation
à l'entrepreneuriat rapide, faisait des collectes de signatures, faisait des collectes de cartes d'identité. Les gens ne savent pas réellement ce que ça signifie. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est la distribution des outils de collecte. Il n'y a aucune information autre. La campagne commence aujourd'hui. Il faut que chacun retourne au niveau des citoyens, au niveau des Sénégalais, s'organise pour collecter. Voilà, il n'y a eu aucune information particulière. Et retour à présent sur cette déclaration du Front patriotique pour la défense de la République qui a donc rué dans les brancards cet après-midi. Mamadou Diop Decroix et ses camarades récusent les fiches de collecte qui ont été mises à leur disposition ce lundi matin à la Direction générale des élections. Ils prévoient de déposer un recours dès demain, mardi, pour annuler le décret de parrainage et un sit-in est programmé également pour le 4 septembre prochain. Les détails, c'est avec Pafarani. Le Front de résistance nationale réuni cet après-midi après la rencontre à la Direction générale des élections axée sur le parrainage dénonce. Pour l'opposition, c'est encore du théâtre orchestré par le président Macky Sall. Pour nous, le sabotage des élections a commencé avec cette convocation où l'objectif visé était non seulement de donner un nombre fictif de candidats pour justifier le parrainage, mais aussi de ficher les vrais coordinateurs nationaux pour essayer de les détourner plus tard. Que ce parrainage aujourd'hui, certainement c'est un piège que le président veut tendre à ses adversaires politiques. Rien que du théâtre comme nous l'avions imaginé. Un décret que le Front va attaquer en justice. Sur quelle loi le ministre s'appuie-t-il pour penser que les candidats à la candidature à l'élection présidentielle doivent avoir des coordinateurs nationaux? La loi fait référence aux candidats à l'élection présidentielle, non pas aux candidats à la candidature à l'élection présidentielle. Quel texte légal ou réglementaire autorise le ministre de l'Intérieur à convoquer les coordinateurs nationaux des candidats? Pour les membres de l'opposition, le remplissage des fiches comporte beaucoup de probabilités qui peuvent engendrer des erreurs. Le seul but, c'est de multiplier les risques d'erreur dans l'enregistrement de ces informations pour pouvoir éliminer autant de parrains. Parce que l'erreur est matérielle. Ne pas faire des erreurs sur autant de chiffres, autant de parrains, c'est matériellement impossible. Le Front décide maintenant de passer à la vitesse supérieure pour le départ de Aly Ngouille Ndiaye. Nous ferons demain un sitting devant le ministère de l'Intérieur pour le mardi 4 septembre pour exiger l'abandon des parrainages, l'accès pour l'opposition au fichier électoral, la mise en place d'une autorité indépendante pour organiser les élections. Le Front est convaincu que l'État, à travers cette rencontre, voulait justifier le parrainage avec plus de 200 coordonnateurs des candidats à la candidature. Et voilà donc une bonne frange de l'opposition qui étale sa frustration. Pourtant, ce matin, pour dissiper les inquiétudes liées au recueil des signatures, le ministre de l'Intérieur a annoncé, en dehors des éléments fixes, la mise en place d'un discriminant. Ça y est, ce discriminant est connu. Il s'agit du numéro de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO, composé de 17 chiffres. Les détails, c'est avec Bernard Casimir Cissé au micro de Al-Hassan Ba. C'est l'occasion également d'indiquer que sur ce modèle de fiche de collecte, le discriminant qui n'était pas encore dévoilé est le numéro de la carte d'identité CEDEAO. C'est un numéro de 17 chiffres. Ce sera ce numéro qui va faire office de discriminant. Il est dévoilé. Nous précisons que la remise se poursuit. Elle ne s'arrête pas à ce jour. Tous les candidats à la candidature restent libres de se présenter auprès des services de la Direction générale des élections pour récupérer ce modèle de fiche. Il n'y a pas de forclusion à ce jour. Aujourd'hui, c'est juste le démarrage de la remise. Étant entendu que le dépôt des dossiers de candidature, le démarrage se fait le 11 décembre et qu'ils ont jusqu'au 26 décembre pour déposer leur dossier, non pas ici mais au Conseil constitutionnel, nous pouvons supposer que ceux qui le désirent et les retardataires, ils ont jusqu'au 26 décembre pour venir récupérer leurs fiches. Nous avons parlé de plus de 80 parce qu'au moment où nous vous parlons, certains se déplacent encore pour venir récupérer la fiche. D'aucuns sont passés mais n'avaient pas de mandat, n'avaient pas de lettre dûment signée, soit de leur candidat ou bien de leur chef de parti.
Et puis sachez qu'au cours de cette rencontre, Idrissa Diallo, partisan du maire de Dakar, a tenu à rassurer ses militants. Il affirme que Khalifa Sall sera bel et bien candidat à la prochaine présidentielle du 24 février 2019. Nous y reviendrons certainement dans d'autres éditions, toujours politiques, mais cette fois-ci à Diourbel, pour parler des partisans d'Idrissa Seck qui veulent se tailler la part du lion dans la pêche au parrain. Les jeunes comme les femmes sont déjà à pied d'œuvre. Toutefois, ils ont regretté la façon dont le Sénégal est aujourd'hui géré, selon leur déclaration. Babacar Diouf, Nongoudjaï. Dans toute la région, un seul objectif, collecter le maximum de signatures pour le Réumi. Les jeunes comptent gagner le pari. Un tiers ou bien un quart de cet objectif-là, on le fera. Parce que d'autant plus qu'on sait que la région de Diourbel, rien que la région de Diourbel, la région de Dakar et la région de Thiès représentent 53% du fichier électoral. Donc, c'est certain que Diourbel va jouer son rôle et Diourbel va être en avant par rapport à ces 1 million de signatures. Les femmes aussi s'inscrivent dans la dynamique. Elles ont lancé le mouvement Dolel Nderep pour Idrissa Seck. Le mouvement Dolel Nderep le 11 avril. Je l'ai lancé le 25 août pour élire le président Idrissa Seck 2019. Nous avons boxé les gens qui ont été les palais. Nous avons 1 million de jeunes, 1 million de femmes. Quoi qu'il en soit, les jeunes n'ont pas été du tout tendres avec l'actuel régime. Nous avons noté une invalidation de l'année de certains UFR. Cela aussi nous a profondément meurtris. Cela nous a meurtris dans la mesure où Macky Sall est incapable de fournir aux étudiants ce dont ils rêvent. Une bonne formation académique. Aujourd'hui, le monde rural souffre. La pluie est très rare. Et cela ne devrait pas empêcher à l'agriculture de noter une expansion. Cela dénote, diverge de la vision clamée haut et fort par Macky Sall dans son PSA. En tout état de cause, la pêche aux voies est définitivement lancée dans le Baol. Voilà donc les réumistes qui se mobilisent, les apéristes également du côté de Thiès, jeune parrain de Macky, un concept mis en branle par le mouvement Gëm Sa Bopp de Maodo Malick Mbaye. Ils ont donc mobilisé à Thiès près de 2000 jeunes pour accompagner la candidature de Macky Sall. Le lancement a été fait en présence de Cheikh Anta Diop et Seyla Tia. Du côté du mouvement Gëm Sa Bopp, c'est l'heure de la grande mobilisation. La bataille du parrainage en vue de la présidentielle est amorcée à Thiès. Ainsi, les amis de Maodo Malick Mbaye ont lancé le concept novateur de jeune parrain de Macky Sall pour porter la candidature du président sortant. La mobilisation que nous avons faite aujourd'hui rassemble plus de 2000 jeunes et ils sont tous prêts à porter la candidature de son excellence Macky Sall afin d'assurer sa réélection en 2019. Pourquoi je parraine Macky? Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Et à cet effet, je pense que le président Macky Sall l'a compris car il a construit en seulement 6 ans 15 907 salles de classe, 632 écoles élémentaires, 256 collèges et 35 lycées. Mais qui a fait mieux? Dites-moi qui a fait mieux en seulement 6 ans? Pour le président du mouvement Gëm Sa Bopp, c'est parce que Macky Sall a fortement investi sur le capital humain que sa réélection est devenue une responsabilité générationnelle. La jeunesse thiessoise, qui a été traitée toujours comme une jeunesse rebelle dans une ville contestataire, mais nous avons voulu, avec ces jeunes-là, qui, quand le président Macky Sall arrivait au pouvoir, l'essentiel n'avait pas la majorité. Ils ont vécu ce que le président de la République a fait ici à Thiès, globalement dans le Sénégal, l'élection du président de la République Macky Sall. Parce que nous estimons que la réélection du président de la République Macky Sall est pour nous une responsabilité générationnelle. Après les calebasses de la dignité, le mouvement Gëm Sa Bopp croit fermement que la victoire du président Macky Sall passera inéluctablement par la mobilisation des jeunes, notamment les primo-votants. Parlons santé à présent. Vous le savez, notre capitale Dakar abrite depuis ce matin le comité régional de l'OMS. Au total, 47 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé sont en conclave pour parler du financement, mais aussi de la formation autour des maladies transmissibles et non transmissibles. Le président Macky Sall a procédé à l'ouverture des travaux, compte rendu signé Mambiram Diouf.
Des stratégies de lutte contre les maladies pour améliorer la santé et le bien-être des populations sont engagées. La capacité des États africains à riposter par notamment le dépistage à temps est un appel de la directrice générale de l'OMS pour l'Afrique. Les maladies non transmissibles, première cause de mortalité et de morbidité, sont des tueurs silencieux, dira Dr Matshidiso Moeti. Sur les piliers à s'appuyer, l'engagement politique, le partenariat et la contribution de l'OMS, selon son directeur général, pour qui les objectifs sont ambitieux mais réalisables. Vous, la société civile, le privé, les autorités politiques, les bailleurs, nous tous devons participer au financement de la santé pour relever les défis. Une couverture sanitaire universelle est possible. Nous faisons face à de nombreuses flambées, Ebola, il y a le cancer du col de l'utérus. C'est un engagement qui interpelle tous les acteurs. Par nos pays dans la lutte contre les maladies infectieuses, notamment le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, la rougeole. Et si ces progrès ont été possibles, le président Macky Sall, qui a reconnu la vulnérabilité de nos systèmes de santé, a profité de cette tribune pour appeler à la coopération pour atteindre surtout les objectifs liés au financement de la santé. Nous devons investir davantage si nous ne les formons pas dans les domaines les plus pointus. La 68e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, partie pour durer 5 jours, une évaluation des différents combats engagés, mais également de nouvelles approches définies pour lutter efficacement contre les maladies. La page des sports, c'est tout de suite avec Abdoulaye Der. Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir. Et nous commençons avec du basket. C'est pour parler de la CAN U18 à Bamako, au Mali. Les Lionceaux bien lancés pour une qualification au quart de finale. L'afro-basket des U18 au Mali, donc, avec les Lionceaux du Sénégal, auteur de 2 victoires en autant de sorties face à l'Angola d'abord, puis l'Algérie. Les Lionceaux sont au repos aujourd'hui. Le forfait de la Côte d'Ivoire oblige. Les poulains du sélectionneur Madjen Fall rejouent demain mardi. C'est contre la Tunisie dès 14h30. Et puis mercredi, pour leur dernier match de poule, le Rwanda à 19h30. Et ce sera un match à Angesara pour la première place du groupe B. Et du basket, nous passons au football. C'est pour parler d'un week-end assez faste pour nos Lions en France. À l'image d'Ismaïla Sarr, le Rennais martyrise Marseille et permet à son équipe de ramener un point de la Canebière. Ismaïla Sarr, vous l'avez dit, tout feu, tout flamme en France. Avec également en Europe, Mbaye Diagne qui a signé un doublé en Turquie. Moussa Konaté l'a imité. Moussa Djité, un ancien de Niary Tally, signe de bon début en Suisse avec Sion. Le tour d'horizon de ces buteurs sénégalais en Europe, signé Cheikh Sadibou Diarra. Si Sadio Mané a connu un coup d'arrêt, pas de troisième but en 3 journées de Premier League, des attaquants sénégalais ont marqué un peu partout en Europe ce week-end. Fer de lance de Kazim Passa en Super League turque, Mbaye Diagne a fêté de faire belle manière sa première convocation en équipe nationale. Il est l'auteur d'un doublé dans la victoire de son club à Sivasspor. Comme Mbaye Diagne, un autre Sénégalais a brillé en Turquie. Souleymane Doukora, de son nom, également double buteur pour Antalyaspor, victorieux surprise devant Beşiktaş. Toujours en Turquie, le milieu international sénégalais Ricardo Fati, d'Ankara Göksu, a ouvert son compteur but lors du match nul face à Trabzonspor. Parti de ce pays à l'intersaison, Damdo est reverdi en ce moment au Danemark, sociétaire du FC Copenhague. L'attaquant a marqué ce week-end son 5e but en 7 journées. Moussa Konaté en est à 3 buts en 3 journées de Ligue 1 en France. Il a efficacement participé au carton de son club, Amiens, devant Reims en signant un doublé. Ismaïla Sarr de Rennes est lui aussi en grande forme. Face à l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, il a été le grand artisan du nul obtenu par son club. Après avoir obtenu un penalty pour l'ouverture du score, Sarr a marqué son 2e but de la saison en 2 journées consécutives. En Suisse, l'attaquant Moussa Djité, nouveau pensionnaire de Session,
a marqué son deuxième but en championnat lors de la défaite de son club devant FC Zurich. Et revoilà Amara Traoré, il brigue la présidence de la Linguère de Saint-Louis. L'ancien sélectionneur national de 2009 à 2012 a informé le comité directeur du club, dont il est membre, de ses intentions de prendre les rênes de la Linguère après le retrait du président en exercice, Dr Amadou Dia. Amara Traoré dit vouloir inscrire le club Fagnon du Nord parmi les clubs qui gagnent au Sénégal avec un modèle économique viable. C'est dans un entretien avec nos confrères de l'APS et nous restons dans la capitale du Nord avec zéro objectif dans les Navétanes cette saison. La sensibilisation a débuté dans la ville tricentenaire avec les ASC de la zone 4. Les messages de paix, de fair play des acteurs sociaux et des imams ont été reçus 5 sur 5 selon les initiateurs. Le truchement de 9 ASC, les 9 ASC qui sont tout autour de la zone 4 pour leur donner des jeux de maillot, loisirs, mais surtout pour organiser la première journée fair play du mouvement Nawetaan. En fait, nous avons grandi parfois dans des situations de tension, nous avons vécu ça. Nous avons vu que le mouvement Nawetaan parfois corrobore avec ces instants de violence par le verbe, par des actes. C'est l'occasion d'atténuer un peu les esprits, de parler avec les jeunes, de les amener à communier ensemble, à vivre dans la paix, en harmonie, à l'occasion de ces instants du mouvement Nawetaan. Je pense que ça a été une initiative très bien appréciée parce qu'il y a les vétérans du mouvement sportif, toute l'ODCAV était là, l'OLCAV était là. Vraiment, ils ont pu quand même communier avec les jeunes et les imams surtout, qui ont pu vraiment leur envoyer un message de paix. Cet élément de Ousseynou Diop siffle la fin du journal des sports. Sarah Cissé. Merci beaucoup Abdoulaye Der, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.